pour le coût du traitement de l'eau potable, qui est un gros morceau. Et par ailleurs, et là je vous en dirai pas beaucoup plus, il y a nos pistes de recherche actuelles. On a lancé des recherches, on va dire, sur l'immense question des impacts en santé des pesticides sur la santé des riverains. Et là, ça demande des compétences qu'évidemment, on a beau être doué, on n'a pas. Donc on a sollicité l'EHESP, c'est-à-dire l'École des hautes études en santé publique, qui est une école nationale chargée des questions de santé publique et qui a la bonne idée d'être à Rennes en fait. Donc on a la proximité géographique également et beaucoup de compétences à cet endroit-là. Donc on a un rendez-vous qui est prévu mi-avril, un premier rendez-vous avec des chercheurs de l'EHESP pour nous aider à avancer sur cette question-là. Et une autre question où pareil on a jeté la leçon et on attend de voir ce que ça va donner sur la rigueur et l'adéquation des contrôles sanitaires des eaux destinées à la consommation humaine, donc EDCH, c'est ce que ça veut dire, c'est-à-dire quand vous ouvrez le robinet vous avez de l'eau potable. Ce point-là est déjà un petit peu discutable, et donc là c'est au niveau des ARS, c'est-à-dire les agences régionales de santé, que ça se joue. Donc on leur a fait un courrier aussi récemment pour les interpeller là-dessus et obtenir des informations. Donc je ne traîne pas trop parce que nous avons pas mal de choses à voir. Alors je vous parle donc de l'étude pesticides, un modèle qui nous est cher, du BASIC. Le BASIC, c'est le Bureau d'analyse sociétale d'intérêt collectif. Donc en gros c'est des chercheurs, des spécialistes qui ont été investiguer un petit peu toutes les informations qu'on a dans des documents officiels. C'est des analystes en fait, pour essayer de répondre à cette immense question du coût réel en fait des pesticides que nous, collectifs, tous les citoyens de ce pays payent en fait. Parce qu'en effet, les pesticides, ça rapporte, mais ça coûte aussi assez cher. Donc en fait, la destruction du vivant, tous ces impacts délétères qui sont assez méconnus, on a du mal à savoir ce qui relève vraiment des pesticides, ce qui relève d'autres choses. En fait, combien ça coûte et est-ce que c'est vraiment rentable finalement les pesticides? C'est un peu cette question qu'on a voulu aborder. Alors elle est ambitieuse. Donc ce rapport de recherche est sorti fin 2021. Ce sont des données vraiment récentes du coup. Et surtout, il y a une publication qui a été faite suite à ça en 2022 dans une revue scientifique, revue à comité de lecture. C'est-à-dire que la méthodologie est actée, validée par des scientifiques. Et ça, c'est vraiment un pas important en fait, parce qu'on commence à mesurer, à avoir une méthodologie qui est approuvée scientifiquement et à mesurer du coup rationnellement en fait ce que ça peut coûter en réalité. Et donc pour lutter contre, c'est une étape indispensable. Alors cette étude a été du coup commanditée par deux associations, le Polynis, que vous connaissez certainement sur les abeilles, et le CCFD Terre Solidaire. Donc je passe assez vite. Je vous en fais un résumé très rapide parce que Henri a, avec ténacité, réussi à obtenir un rendez-vous. On devrait avoir une intervention du BASIC. Le 29 mai. Le 29 mai. Donc les auteurs de l'étude vont venir à Rennes en fait pour nous parler de ça et on fera manifestement une conférence de presse du coup à la suite. Donc voilà, c'est vraiment bien que ce soit le cas en fait. Alors, grande ligne, je vais rester très succincte, mais effectivement les pesticides ça rapporte, ce sont des chiffres de 2020. Donc au niveau mondial, c'est 53 milliards d'euros en fait, les bénéfices des ventes de pesticides. C'est un marché juteux qui est en pleine expansion. Avant, il y avait pas mal d'acteurs. Maintenant, sur ces dernières années, en fait, ça s'est extrêmement réduit. C'est-à-dire que les 2/3 du marché sont détenus par 4 multinationales qui ont fusionné, en fait. Il s'agit de Syngenta Chem China, c'est une entreprise d'État chinoise. C'est un peu une exception, d'ailleurs. Il y a Bayer, Crop Science, donc là, on est sur une entreprise allemande. Corteva, USA. Et BASF en Allemagne. Dans les évolutions récentes, l'Europe n'est plus du tout le principal marché des pesticides. En fait, aujourd'hui, on exporte beaucoup à l'international, en fait, mais quand même au niveau européen, la France représente 1/4 du marché. C'est quand même assez conséquent. Donc ça, c'était pour la partie à gauche de la diapo. Sur la droite, vous avez
et ben un peu la répartition entre les pays à haut revenu et les pays à faible revenu. En rouge, voilà, il y a du rouge et du beige, on va dire. En rouge, ce sont les pesticides les plus toxiques, ceux qui sont interdits en fait de plus en plus dans les pays, on va dire, développés. Et en fait, ce qu'on constate, c'est que les produits les plus dangereux, en fait, sont vendus dans les pays les plus pauvres où la législation est extrêmement souple. Alors, je ne suis pas en train de dire que notre situation est réjouissante ici en France ou en Europe, mais qu'en fait, on est en train d'exporter cette problématique et les plus gros dangers, en fait, à l'étranger, dans les pays les plus pauvres, où il n'y a personne pour contrôler ou pour râler sur quoi que ce soit. Donc c'est aussi un point sur lequel il faut quand même être conscient de ce qui est en train de se passer. Ce qu'on obtient ici, en fait, on le reporte ailleurs. Et en fait, c'est des bénéfices dont, évidemment, c'est des multinationales européennes ou des pays développés qui empochent tout ça, quoi. Voilà pour ce point. Alors, nous avons évidemment des impacts négatifs qui sont majeurs. Donc ça, c'est toujours extraire l'étude de Basic. On a deux sortes d'impacts. Des impacts environnementaux, c'est ce que vous avez en orange, je ne sais pas si c'est très visible, et des impacts sanitaires, c'est en vert. Alors je ne vais pas tout détailler, mais il y a effectivement, ils ont essayé d'être très exhaustifs dans la démarche, c'est-à-dire de mesurer absolument le maximum de choses en fait de ces impacts. Il y a l'épuisement des ressources, il y a le réchauffement climatique, il y a les atteintes à la biodiversité, la pollution de l'air, la pollution des sols, la pollution de l'eau. Donc ça, c'est côté impact environnemental, avec tous les détails qui sont dans les cases en blanc. Et les impacts sanitaires, c'est la santé des travailleurs, ce qu'on connaît bien dans le collectif. Il y a aussi la santé des riverains, qu'on connaît de mieux en mieux aussi, mais certes pas suffisamment. Et la santé des consommateurs, qui est un dernier volet. Donc quand on fait ce type d'études, on essaie d'être objectif. Donc on mesure également les impacts positifs des pesticides. C'est bel et bien l'idée, et donc ils ont fait ça très sérieusement. Alors on le dit, et c'est la réalité, hein, la production en fait agricole a explosé en fait depuis les années 60, c'est-à-dire que ça a été multiplié par 3,4, quand même c'est colossal. Mais par contre, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que ça stagne ou ça baisse, cette production, parce qu'on a des résistances aux pesticides qui sont de plus en plus importantes, parce qu'il y a la dégradation des sols, la dégradation de la biodiversité, qui n'est pas pour rien dans les productions alimentaires non plus. Et il y a le changement climatique, les pesticides ne sont pas étrangers à ça non plus. Donc des gains de productivité qui sont effectivement colossaux, pareil, sur la deuxième moitié du XXe siècle. Ça a été multiplié par 3. Par contre, le revenu agricole, sujet très actuel, sans subvention, hein, je précise, parce que les subventions biaisent beaucoup les choses. Mais en fait, en 20 ans, ça a diminué. Au mieux, c'est de -6 en Allemagne. En Belgique, c'est -33%. C'est absolument colossal. -1% pour ce qui est de la France. Donc les pesticides, c'est aussi des emplois, évidemment, il faut les produire. Donc dans l'industrie, c'est 60 400 emplois, mais réalité, massive, et c'est 7,5 millions d'emplois agricoles qui ont été détruits en fait entre 1955 et 2018, juste pour la France et l'Allemagne. 7,5 millions d'emplois. Voilà, donc c'est des chiffres qu'il est bon de connaître. Notre modèle agricole productiviste, il repose sur 4 piliers, hein, pour faire court. Hein. C'est les pesticides de synthèse, les engrais de synthèse, la mécanisation et les variétés à haut rendement, c'est-à-dire les OGM également, en fait. Donc voilà, on est sur des données mondiales qui sont... pour ce qui est de la production, c'est des données mondiales. Hein. Les gains de productivité, c'est également des données mondiales. Et bon, le bilan de tout ça, c'est quand même que nourrir le monde, certes, mais l'insécurité alimentaire, elle, de son côté, repart à la hausse, dernièrement. On produit 1,5 fois ce qui est nécessaire à la population mondiale, et le problème de l'accès à l'alimentation et de sa qualité continue à se poser de plus en plus cruellement. L'obésité, le surpoids et les intoxications par l'alimentation.
Alors, du coup, ils ont donc fait cette étude très prudente, les impacts négatifs donc, qu'on voyait tout à l'heure. Il y a également les aides publiques qu'on alloue au secteur. Donc là, tous ces chiffres sont de 2017, hein, et c'est pour l'Europe. Donc voilà, on a 1,9 milliard de dollars d'impact négatif avéré. Hein. On est sur des chiffres très prudents, donc. Les aides publiques, c'est 0,4 milliards, ce qui nous fait un total de 2,3 milliards annuellement, en fait, de coûts sociétaux de ce modèle pesticide. Et à côté de ça, les bénéfices du secteur, ils sont seulement de 0,9 milliards. Voilà, donc en fait, ça coûte à la société 2,44 fois plus que les bénéfices que ça rapporte aux actionnaires du secteur. Ce qui est quand même... voilà. Et du coup, je passe la parole à Michel. Oui, donc moi, je vais vous parler du fonds d'indemnisation des victimes des pesticides et des malades. Donc, c'est un fonds qui a été créé en 2020 et qui finance les indemnisations des personnes dont la maladie est reconnue en lien avec les pesticides, les maladies professionnelles, plus les enfants exposés pendant la période prénatale. Donc depuis 2020, ça s'est développé comme ça. En 2020, il y avait 226 demandes enregistrées, 166 dossiers validés. 2021, 326, 242 validés. Et 2022, on avait eu 650 demandes enregistrées et 439 dossiers validés. Et on attend donc pour 2023 largement au-dessus de quasiment 2000 en dossiers enregistrés et entre 1500 et 1600 en dossiers validés. Ce qui représente quand même un coût de 9 537 000 sur 3 ans pour les 3 premières années, qui va donc arriver en gros à 22 millions cette année. Enfin, vous imaginez, ça commence à faire des sommes extrêmement importantes. Le régime agricole prend 80% de tous ces malades, il faut le savoir. Le régime général 7%, Outre-mer 7% et l'Alsace-Moselle 6%. La moyenne d'âge des malades est très élevée. C'est pour ça qu'il faut bien faire en parler autour de vous pour toujours essayer de trouver et prévenir de ces maladies. En moins de 60 ans, on n'a que 327 victimes. Et en plus de 60 ans, on est déjà à 870 victimes sur les 3 premières années. On a un problème gigantesque en sous-déclaration. On est en gros à peine 10% de gens qui déclarent leur maladie professionnelle. Donc 90% qui ne la déclarent pas, donc vous imaginez. On a un effet cocktail qui est totalement ignoré et là demandera des approfondissements et des enfants malades qui sont très méconnus. Il faut savoir aussi, et là on a un gros problème, c'est le basculement, comme on parlait ce matin, le basculement de la population agricole, puisque tous les ans, on perd en gros 3% des agriculteurs et on gagne 2,5%, 3% de salariés. Et dans toutes les déclarations que je vous ai données, il faut savoir qu'il y a à peu près 6 ou 7% de salariés qui déclarent leur maladie professionnelle. Puisque pour les personnes qui suivent les gens, il n'y a quasiment pas de salariés qui veulent déclarer leur maladie professionnelle pour ne pas embêter leur patron, pour ne pas embêter leur entreprise, pour pas, et ainsi de suite, ainsi de suite. Et là, franchement, on a un travail de communication à faire qui est gigantesque, parce que là, on va vers des problèmes qu'on vous a expliqués ce matin qui sont terribles. Et pour faire baisser cette consommation de pesticides qui va toujours en augmentant, il est probable qu'on peut y arriver par les déclarations et les frais que ça coûte, évidemment, puisque quand on sera arrivé à quelques milliards, les gens vont commencer à réfléchir et à faire augmenter les taxes sur les produits phytosanitaires. Voilà. Dont Aurore a fait l'introduction. Donc je vais vous parler de l'impact des pesticides sur la facture d'eau de l'usager, c'est-à-dire de votre facture d'eau.
Juste avant de parler pesticides, il y a un mot qu'on n'a pas beaucoup développé aujourd'hui, qui est très lié aux pesticides, mais vous en avez tous entendu parler, c'est le mot de métabolite. Et si je parle de traitement d'eau, aujourd'hui, je suis aussi obligé de parler des métabolites. Les métabolites, en fait, ce sont les molécules fixes, c'est-à-dire que quand on épand un pesticide, du glyphosate par exemple, il ne va pas rester sous forme de glyphosate dans les sols, dans l'eau. Il va se transformer rapidement sous l'effet des ultraviolets, sous l'effet de la microfaune, la microflore qu'il y a dans les sols, et il va se transformer en un tas d'autres molécules. C'est-à-dire que pour une substance active, il peut y avoir plusieurs métabolites. Le problème de ces métabolites, alors je parlais du glyphosate, le plus connu des métabolites du glyphosate, c'est l'AMPA. Je ne vais pas vous dire le nom très compliqué, c'est une abréviation, mais voilà ce que c'est qu'un métabolite. Or, le problème posé par ces métabolites, c'est qu'on les retrouve dans les eaux brutes. Quand on fait du traitement, on peut encore avoir d'autres molécules filles qui naissent, et ces molécules peuvent être toxiques, voire aussi toxiques que la molécule mère, c'est-à-dire la substance active qui s'appelle pesticide. Donc je ne vais pas répéter le mot métabolite dans mon exposé, mais quand je parlerai de pesticides, je pense pesticides et métabolites. Les coûts qui vont arriver sur notre facture, ils peuvent avoir, il y a plusieurs origines, mais on en a recensé quatre sur lesquels on va travailler. Le premier, il va vous apparaître évident, c'est tout simplement que l'eau brute, il faut la traiter, et dans la chaîne de traitement, il va y avoir une partie de cette chaîne de traitement qui vise plus spécifiquement les métabolites. Les traitements qui servent à éliminer les pesticides sont essentiellement des traitements à partir de charbon actif. Le charbon actif, c'est une espèce, je simplifie énormément mon langage, de charbon de bois qui peut être fait avec soit de la tourbe, soit des bois spéciaux, soit de la noix de coco, et qui a la particularité d'être très léger et d'avoir une très très grande surface exposée à l'eau. Et les micropolluants, dont les pesticides, vont venir, alors le terme technique c'est s'absorber, mais ça veut dire, on pourrait dire se coller, se piéger sur ce charbon actif. Donc aujourd'hui, on fait passer l'eau sur des filtres à charbon actif, et ça permet de retirer des micropolluants, dont les pesticides. Donc ça, c'est vraiment un traitement, on peut dire, assez spécifique des pesticides. Un autre traitement dont on va probablement beaucoup entendre parler dans les années qui viennent, ce sont les traitements par osmose inverse, basse pression ou nanofiltration. Alors des traitements extrêmement coûteux qui redemandent derrière, avant des traitements lourds et après des traitements très très lourds, et qui ne sont pas efficaces non plus vis-à-vis de tous les pesticides, comme le charbon actif d'ailleurs est plus ou moins efficace selon les pesticides. Donc ça, c'est les traitements pour lesquels on va essayer de savoir quel est le coût de ce traitement sur une filière de traitement d'eau potable. D'abord, le coût d'investissement, mettre en place les ouvrages, les équipements, le coût de renouvellement du charbon actif, parce qu'évidemment, quand il est saturé, il faut le remplacer, plus les coûts d'énergie, les coûts de maintenance, les coûts de réparation, les coûts de personnel, etc. Deuxième partie de notre sujet, c'est, au lieu de se mettre à l'aval en disant j'ai une eau qui est polluée, je vais la traiter, le mieux ce serait qu'à l'amont elle ne soit pas polluée. Donc depuis quelques années, ça commence à prendre une importance forte auprès des collectivités, et on s'intéresse, on se dit je vais les mettre à l'amont, autour des barrages, autour des rivières, ou autour des forages dont je mobilise l'eau, et je vais essayer d'éviter que ces eaux soient polluées. Là on se met à l'amont, on peut dire que c'est la bonne démarche, la démarche noble. Mais c'est une démarche qui débute, plus ou moins, dans la région rennaise, on est assez en avance sur le reste de la France, on peut dire déjà depuis plus de 20 ans, les gens du coin se sont aperçus de cette façon de faire, mais dans beaucoup de régions de France, on n'a encore rien fait dans ce domaine-là. Or, tout ça, ça a des coûts, il faut conseiller les agriculteurs, il faut leur dire replanter des haies, enfin un tas d'actions d'agroforesterie qui ont un coût aussi bien en conseil qu'en réalisation. Et je vous dirai tout à l'heure qui c'est qui paie ça. Ensuite, restructuration des réseaux, parce que beaucoup de forages ou de captages ont été pollués. Quand c'était des petits forages, des petits captages qui étaient trop pollués, on s'est dit on les abandonne, et je vais me rabattre sur des plus gros captages. C'est très ennuyeux parce qu'aujourd'hui on manque d'eau, donc abandonner des petits captages, ça a un coût. On cherche aussi, quand les eaux sont trop contaminées, qu'on n'est pas capable de bien les traiter, on les dilue avec des eaux moins contaminées, de façon à rester en dessous de la limite que nous impose la législation. Et puis, dernière chose, évidemment, c'est le coût des analyses de pesticides. Une analyse où on cherche des centaines de pesticides maintenant dedans, ça coûte des centaines d'euros. Donc, tout ça, ça a un coût, je vais vous en dire deux mots. On passe à la suivante.
Alors, avant de se lancer dans notre travail, on s'est dit, il y a probablement des gens qui se sont posés les mêmes questions que nous. Donc, on s'est dit, on va faire une petite étude bibliographique en essayant de recenser ce qu'on pourrait trouver dans la littérature spécialisée, dans les journaux. Mais on a trouvé des choses dans les journaux, mais qui sont souvent très imprécises par rapport au travail qu'on veut réaliser. On a trouvé quelques études qui sont faites en Suisse, qui sont intéressantes, mais c'est quelques études, mais qui sont intéressantes si elles sont récentes. Et puis on s'aperçoit qu'autrement, les études qui sont citées par un tas d'organismes en nous disant le surcoût du prix de l'eau, c'est 10 centimes par mètre cube d'eau, ce sont des études qui sont vieilles. Et ce sont notamment la plupart de ce qui est cité vient d'une grosse étude qui a été faite en 2011 par un organisme français, le Conseil général du développement durable. L'étude à cette époque-là, en 2011, était franchement remarquable. Une très bonne approche qui a été reprise, y compris d'ailleurs par l'étude basique dont Aurore vous a parlé. Sauf que depuis 2011, on n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Et tout le monde reprend toujours les mêmes chiffres. Depuis 2011, il y a eu de l'inflation, on pouvait déjà rajouter 30 à 35%, et puis on s'est aperçu qu'il y a beaucoup plus de pesticides que prévu, on analyse de plus en plus, et plus on les analyse, plus on s'aperçoit que le problème est grave. Donc plus il y a de traitements à mettre en place. Donc les coûts sont probablement nettement plus importants que les coûts aujourd'hui qui se promènent dans la littérature ou dans les journaux. Donc nous on s'est dit, avec l'équipe, on va tout simplement se rapprocher de groupes de collectivités, de grosses collectivités qui traitent aujourd'hui les pesticides et leur dire combien ça vous coûte. Donc, on a d'abord fait une approche théorique type bureau d'études en disant combien ça coûterait un investissement en énergie, etc. C'est la ligne d'en haut. Ensuite, on s'est dit il faudrait quand même se caler sur la réalité. On va interroger des collectivités. On s'est rapproché de collectivités. Alors, première chose, faut d'abord trouver des collectivités qui sont prêtes à collaborer. Non pas qu'elles trouvent que notre travail est inutile, au contraire, elles trouvent ça très bien. Par contre, elles nous demandent d'anonymiser les données, c'est-à-dire qu'elles ne veulent pas voir leur nom apparaître. Et puis ensuite, on leur demande un travail que souvent elles n'ont pas encore fait, donc qu'il faut réaliser. Donc c'est du temps. Et là, je pense qu'on va avoir des problèmes par rapport à ce qu'on voulait faire. Je ne suis pas du tout certain qu'on arrive à avoir beaucoup de données. Et puis des données bibliographiques dont je vous ai parlé. Ensuite, la protection des ressources. Donc aujourd'hui, il y a des aides pour intervenir au niveau des bassins versants, notamment des aides qui proviennent des agences de l'eau. C'est-à-dire que quand une collectivité intervient, une certaine partie est directement payée par les collectivités, c'est-à-dire votre facture d'eau, une partie est payée par des subventions agences de l'eau. Donc on peut dire, c'est bien, tranquille, c'est l'agence de l'eau qui paie. Mais qui c'est qui paie l'agence de l'eau? La plupart des redevances de l'agence de l'eau, à 85%, c'est votre facture. La redevance pollution diffuse payée sur les ventes de pesticides ne représente que quelques pourcents des rentrées de l'agence de l'eau. Ça veut dire que les subventions de l'agence de l'eau, dans une partie en tout cas importante, c'est en fait de l'argent qui vient de votre poche aussi. Donc on va essayer de voir dans le coût des actions mises en œuvre par les collectivités, qu'est-ce qui est payé directement par vous via les agences de l'eau. Donc c'est ce que je viens de dire, tout le monde peut passer. On a commencé un petit peu à travailler, on n'est vraiment pas à vous présenter des résultats. Ensuite, je vous parlais de l'abandon des captages ou du maillage des réseaux pour diluer les eaux. Alors là, ça va être assez difficile d'avoir des ordres de grandeur parce que chaque collectivité a un peu un cas particulier et ça va être du travail vraiment à la petite cuillère en admettant qu'on nous donne vraiment les données. Donc là, on a un ordre de grandeur qui date de l'étude 2011, qui est forcément un ordre de grandeur inférieur à ce qu'il est aujourd'hui. On était déjà de l'ordre, quand c'était très large, de 40 à 100 millions d'euros par an. Et puis, dernier point sur lequel on va travailler, mais nos premières approches montrent que par rapport au coût précédent qu'on vient de vous présenter, on va chercher à identifier, ce sera une échelle, un ordre de grandeur moindre, mais on va essayer de savoir quel est cet ordre de grandeur. C'est le coût de toutes ces analyses de pesticides qui sont réalisées sur nous. Donc, dernière diapo, les limites un petit peu de notre approche, c'est qu'on est dans une situation très mouvante. Quand on a commencé le travail en décembre tous ensemble, il n'y a pas encore eu ce qui s'est passé en janvier-février dans le monde agricole. Donc là, il y a une grosse effervescence, il y a vraiment beaucoup de réticence à nous transmettre des données. Savoir que la législation aussi évolue beaucoup. Avant, on disait pas plus de 0,1 microgramme par litre de chaque pesticide dans l'eau. Aujourd'hui, pour chaque pesticide, on a trouvé des valeurs sanitaires maximales. On vous dit, si tel pesticide, c'est pas plus de 300 microgrammes, il n'y a pas de problème. Celui-là n'a pas plus de 20 microgrammes, il n'y a pas de problème. Bientôt, on va nous vendre une soupe dans laquelle il y aura pas 300, il y aura 250 de celui-là. Dans l'autre, il n'y en aura pas 20, mais il y en aura 10. On va se retrouver une soupe avec plein de pesticides et les fameux effets cocktails dont Michel vous a parlé tout de suite.
Comment on va faire face à ça? Là, on est vraiment, je pense, scientifiquement, même si politiquement on le voulait, je pense qu'on est devant quelque chose qui est très compliqué. Et puis, j'arrête là, la réglementation, la technologie, on se pose vraiment des questions aujourd'hui. Comment on va traiter l'eau? Avec ces fameux métabolites, le métolachlore et tout ça, vous en avez entendu parler. Techniquement, on ne sait pas tout faire encore. Et puis, je vais arrêter là parce qu'on aura encore beaucoup de choses à vous dire. Voilà. Jusqu'à fin mars, on a eu 3 réunions en visio. Visio parce que le groupe... différentes personnes sont réparties sur l'Ouest, l'Ouest, le Pays de la Loire-Bretagne. Et donc, lors de ces réunions, donc, le groupe est constitué donc, de riverains, principalement, une majorité de riverains. Alors, certains sont malades, voire très malades, donc ça comprend des adultes, des familles avec enfants aussi. Il y a aussi des riverains qui, pour l'instant, ne sont pas malades, mais qui sont très gênés par les pesticides et qui subissent aussi une exposition quotidiennement en fonction des épandages. Et on a aussi dans le groupe Giovanni Prété, qui est ici présent, et donc qui nous éclaire avec toutes ces recherches qu'il effectue au niveau sociologique. Donc, sur l'impact des pesticides au niveau des personnes, que ce soit des professionnels ou des riverains. Alors, pourquoi on a constitué un groupe riverain? Alors d'abord, c'est parce que, en tant que riverain, on est gêné par tous les épandages qui sont effectués en limite de notre lieu de vie et qui nous perturbent certains jours. On s'est constitué aussi parce que certains riverains sont très malades et donc ils font un lien avec les pesticides. Et vraiment, ces riverains malades se sentent pas du tout soutenus par les autorités de l'État, se sentent démunis, se sentent abandonnés. Et ensuite parce que souvent, il est très compliqué d'échanger avec l'agriculteur parce que l'agriculteur, lors des échanges, se sent un peu blâmé, agressé. Et donc, ce qu'on demande, nous, riverains, c'est surtout d'être contactés avant l'épandage. Mais ça, c'est très difficile à obtenir. Et puis, ce qu'on demande aussi, c'est globalement de connaître le nom du produit qui vient polluer notre lieu de vie, là où on vit tous les jours, et qui vient polluer notre air, notre terre, qui vient polluer les habitants, notre famille, les enfants, etc. Et on se demande, moi j'ai un jardin, j'essaie de le travailler sans produit, mais que deviennent mes légumes quand il y a un épandage? Est-ce que je peux les manger? Est-ce que je ne vais pas me contaminer en les mangeant? Donc, alors, au niveau de... j'avais tout dit sur... À peine. Ouais, ok. D'accord. Bon, je trouve que le groupe avant a beaucoup parlé quand même. Oui, je voulais annoncer, oui, aussi on a un problème aussi riverain par rapport aux zones de non-traitement, parce que ce qui est censé nous protéger, mais quand on nous laisse que 5 mètres, voire 3 mètres en zone de non-traitement, c'est quand même un peu réduit. Et donc, voilà, merci. Donc, au niveau de l'activité du groupe, qu'est-ce qu'on a fait depuis donc, novembre? Surtout, on commence toujours chaque visio par un échange. C'est hyper important d'échanger avec toutes les personnes présentes et d'avoir une écoute bienveillante et que chacun puisse parler librement. C'est important. Ensuite, c'est ce qu'on disait ce matin, Gilles disait, c'est le côté humain qui est important pour se soutenir. Ensuite, ce qu'on a essayé de faire aussi, c'est de faire une recherche de tous les textes réglementaires qui peuvent nous protéger, qui peuvent éventuellement trouver une protection pour les riverains. Et surtout, on a essayé de réfléchir comment on peut adopter une communication réelle avec l'agriculteur, comment échanger avec lui et avoir accès aux données.
Ensuite, on a aussi souhaité faire un signalement systématique à Phytosignal. Bon, Phytosignal, c'est la plateforme qui est sur les Pays de la Loire, et en Bretagne, c'est Phytoréponse. Et donc là, systématiquement, on essaie de faire un signalement en demandant à chaque fois que l'agriculteur nous prévienne, et aussi d'avoir accès au nom du produit. Mais les retours sont faibles. Voilà. Et ensuite, aussi, on a jugé intéressant de trouver les moyens de responsabiliser le maire. Parce que le maire, il a un pouvoir de police, et notamment, il est responsable de la santé de ses citoyens. Voilà. Donc, quels sont nos objectifs? Donc, premier objectif, c'est, vous l'avez compris, c'est obtenir absolument le nom des pesticides et être alerté du prochain épandage. Ensuite, c'est d'augmenter les zones de non-traitement. Quand on nous laisse que 5 mètres, voire 3 mètres, quand, soi-disant, l'agriculteur utilise des buses antidérives, c'est trop peu. Nous, par exemple, on a un verger à 200 mètres de chez nous. Il y a quelques jours, il a épandu. Même à 200 mètres, le vent était vers nous et le vent était très fort. On s'est tout pris. Donc, 5 mètres, c'est pas suffisant. Il faut améliorer la qualité des réponses de la plateforme Phytosignal. Les réponses sont trop faibles. Et il faut mettre aussi, absolument, il ne faut pas qu'on reste tout seul, nos groupes riverains. Il faut qu'on se mette en réseau avec d'autres groupes riverains. Et donc, notamment, on a des contacts, par exemple, avec l'association React Transnational. On a établi des liens forts, mais aussi avec d'autres groupes riverains en France. Et aussi, ce qui est important aussi, c'est de s'associer à des recours juridiques avec d'autres ONG, par exemple Génération Future. Et ensuite, dernier point, qui est assez récent, c'est essayer de demander des réparations à l'État pour les victimes non professionnelles des pesticides. C'est-à-dire, au niveau professionnel, les malades arrivent difficilement à obtenir une reconnaissance aux maladies professionnelles. Eh bien, il faudrait aussi qu'en tant que riverain, on puisse aussi être reconnu en tant que victime de reconnaissance environnementale. Voilà. Et éventuellement, ensuite, pouvoir accéder à peut-être pas des rentes, mais des protections. Voilà. Donc voilà tout ce que j'avais à vous dire pour l'instant. Donc on va continuer à cheminer. Voilà. Je vous remercie pour votre